démocratique du Congo et dans laquelle le prix est un compromis entre l'acheteur et les vendeurs. Le rôle de l'État paraît évident dans la mise en place des mécanismes qui tendent à protéger les uns et les autres. Et ont pris en considération cette nécessité, les législateurs ont entendu organiser les prix en établissant les règles précises. Et parmi ces règles, nous trouvons entre autres l'obligation d'afficher ou de mettre les prix ou encore l'obligation de publier le tarif. Au courant de cette tranche juridico, nous essayerons quand même de répondre aux différentes préoccupations, à savoir comment peut-on réglementer les prix des marchandises en République démocratique du Congo, qui peut fixer les prix au regard de la loi et c'est quoi le prix? Autant de questions que nous essayons de répondre avec vous sur ces plateaux. Nous avons Yves Mwekassa qui est avocat au barreau de Kinshasa et aussi chercheur en intelligence économique. Bonjour maître. Bonjour. Voilà, soyez les bienvenus. C'est moi qui vous remercie. Voilà, d'entrée de jeu, avant que nous n'avancions dans la matière, c'est quoi d'abord les prix? Le prix, c'est... Pour comprendre le prix, il faut comprendre la notion de vente. Le contrat de vente qui est en fait un contrat qui met aux prises deux partenaires, deux agents économiques. L'un qui offre un bien, l'autre qui le demande ou qui le prend. Et la contrepartie du bien ou du service, c'est ce que nous appelons le prix. Le prix est une contrepartie en argent essentiellement, mais ça peut aussi être une contrepartie en nature. Mais le prix est cette contrepartie qui est payée en échange d'un bien ou d'un service. Voilà. Et comment peut-on réglementer ces prix? Bien sûr, les prix des marchandises ici chez nous, surtout avec ce qui s'est passé dernièrement avec le pain qu'on appelle communément le pain Victoire. Oui, je vais essayer de diluer un peu les notions techniques pour permettre à tous ceux qui nous suivent de bien nous saisir. Il y a d'abord deux régimes juridiques distincts, différents, que notre pays a connus à différentes époques. Il y a un régime où c'est l'État, à travers le ministère de l'économie, qui fixe les prix des biens et marchandises. Chez nous, on a appelé cela le régime de l'homologation. Ça veut dire qu'à une certaine époque, essentiellement entre 1961 et 1980 ou 81, si ma mémoire est bonne, les opérateurs économiques proposaient les prix au ministre de l'économie et c'est le ministre de l'économie qui fixait les prix des biens et services aux Zaïre à l'époque. Seulement, dans un système économique où le libéralisme est la règle, fixer les prix d'autorité enfreint une certaine liberté dans le chef des commerçants et devient un frein au boom économique qui, sous un régime libéral, est censé venir de l'initiative personnelle ou individuelle des agents économiques. C'est ainsi que finalement l'on a adopté un système de libéralisation des prix, sauf que les opérateurs économiques, en l'occurrence les vendeurs, ceux qui vendent les biens et services, sont obligés de communiquer ces prix au ministère de l'économie, dire voilà les prix que nous avons fixés. Le ministère ayant en amont établi des règles sur base desquelles on peut déterminer les prix. On ne fixe pas le prix à partir de rien. On fixe le prix à partir de certains critères. Et c'est sur base de ces critères qui sont notamment les éléments dont il faut tenir compte dans le prix de revient. Le prix de revient, c'est le prix d'achat plus les différentes charges. Ça veut dire j'achète ce téléphone en Europe ou en Chine à 20 $, ça c'est le prix d'achat. Le prix de revient, c'est je tiens compte du prix d'achat, plus le billet d'avion que j'ai payé pour aller acheter le téléphone, plus éventuellement l'hôtel, ce qui me fait le coût global qui m'a permis de prendre ce téléphone de Dubaï
vers Kinshasa et en le vendant à Kinshasa, je tiens compte de ce prix de revient. Le ministère de l'économie a déterminé certaines charges dont on ne peut pas tenir compte dans le prix de revient lorsqu'on calcule le prix d'une marchandise, notamment les frais d'entretien de bureau. Non, nous avons un bureau, nous avons un magasin, on tient compte du loyer, mais on ne tient pas compte des frais d'entretien. Donc le ministère de l'économie a établi certaines règles. Par rapport au prix d'achat, on tient compte de la valeur qui a été déclarée à la douane, ce qu'on appelle la valeur CIF. Donc, le ministère de l'économie a fixé en amont, comme je disais, des règles, notamment ce qui concerne le prix, des règles sur les charges qui sont autorisées, quelles sont les charges dont il faut tenir compte, et cet ensemble de règles qui ont été fixées par le ministère de l'économie, y compris la marge bénéficiaire. La marge bénéficiaire ne tombe pas du ciel, c'est une marge qui est réglementée, qui est fixée par le ministère de l'économie. Ce calcul permet aux opérateurs économiques de fixer ainsi de manière libre, mais plus ou moins consensuelle avec l'autorité de régulation, avec le ministère de l'économie, les prix dans les marchés. Donc actuellement, nous sommes sous un régime où les prix ont été libéralisés, sauf pour 4 produits. Et pour les 4 produits en question, c'est le ministère de l'économie, donc le gouvernement, qui fixe le prix. L'eau, l'électricité, le transport et les produits pétroliers. Voilà. Donc pour ces 4 produits, oui, les opérateurs n'ont pas la liberté de fixer les prix. Okay. Donc les prix viennent du gouvernement. C'est pourquoi vous voyez, quand les chauffeurs de taxi veulent augmenter le prix de la course, ils s'en réfèrent au gouverneur. Donc c'est l'autorité qui est habilitée. Ce sont les 4 produits parce qu'ils ont été considérés comme des produits essentiels, comme des produits stratégiques, sans lesquels la vie de la population serait inimaginable. Donc l'État s'est réservé le droit de fixer le prix de ces 4 produits. Quant au pain, pour revenir à votre question, il ne revient pas à l'État de fixer le prix du pain, mais seulement lorsque les boulangers, les fabricants de pain fixent le prix, ils doivent tenir compte de ces différents éléments que le gouvernement a fixés en amont. Or, dans le cas sous examen, ils n'ont pas tenu compte de ces éléments, notamment un autre élément que je n'ai pas mentionné, je devais en citer 4, j'en ai cité 3, c'est le taux de change. Donc, actuellement, on a connu un regain de valeur du franc congolais par rapport au dollar. Le dollar qui était pratiquement déjà à 17, 17,5 est redescendu à 16. Or, donc cela ne permet pas aux opérateurs économiques de justifier de manière rationnelle la hausse de prix que nous avons connue récemment. Ok, ça c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus important. Mais le même gouvernement, par exemple, en matière de pain, au cas où vous ne parvenez pas à vous soumettre à toutes les obligations, quelles seront les sanctions? Bon, il y a plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte. On doit éviter de sombrer dans l'indexation de l'autre. Bon, voilà, ce sont des Indo-Pakistanais, des Libanais, même si je suis un de fervents partisans d'une économie tenue essentiellement par les fils du pays. Mais le problème, ce n'est pas seulement eux, c'est toute la machine qui a déraillé. La machine a déraillé parce que déjà, pour pouvoir vérifier que les prix ont été fixés dans le respect des normes établies par l'arrêté interministériel, il fallait que les grandes entreprises, que les sociétés puissent communiquer régulièrement aux autorités leurs états financiers pour que l'autorité se rende compte des opérations qui sont en train de se faire dans ces sociétés pour pouvoir vérifier. Quand une société vous dit voilà, le prix d'achat ou le prix de revient de ce téléphone est de 120 $. Quels sont les éléments dont dispose l'État pour pouvoir effectivement contrôler? Il faut qu'il y ait des factures, il faut qu'il y ait une comptabilité qui soit claire. Bon, déjà, à ce niveau-là, notre gouvernement est défaillant. Nous ne sommes pas très pointilleux quant à ces exigences-là. Il y a une autre part de responsabilité dans notre gouvernement, c'est le système des parapluies. Nous avons un service de l'État qu'on appelle contrôle économique, dont la tâche, au niveau provincial, la tâche est celle-là,
descendre dans les magasins, dans les boulangeries, descendre chez les producteurs des biens et services pour procéder à ces contrôles. Mais seulement chez nous, quand vous êtes puissant, vous avez des relations particulières avec un général ou avec un ministre, on ne sait pas contrôler. Donc il y a cette part de responsabilité de l'État qui fait que lorsque les opérateurs économiques sentent qu'il y a un laisser-aller de la part de l'État, ils en profitent. Parce qu'eux-mêmes, il n'y a pas de subvention de l'État. L'État ne parvient pas à subventionner ces opérateurs économiques et ils se voient dans l'obligation de réajuster leur prix par rapport à la demande et aussi par rapport à la situation économique du pays, par exemple. Oui. Dans un régime comme le nôtre, normalement, l'État devrait non seulement assurer un cadre légal qui soit propice, nous parlons tout le temps du climat des affaires. Le climat des affaires comprend d'abord cet aspect légal, des normes de droit qui permettent aux gens de faire le business tranquillement, mais aussi des mesures économiques incitatives. Quand un importateur des biens a besoin de capitaux, a besoin de liquidités pour acheter en devises à l'étranger, il faut que le système mis en place par l'État lui facilite la tâche. Mais lorsque un importateur de biens ne sait pas avoir chez nous suffisamment de devises pour procéder aux achats à l'étranger, il est mis en difficulté. C'est-à-dire qu'il y a une défaillance de la part de l'État. Notre système bancaire... Et là, s'il veut hausser le prix, vous n'allez pas lui en tenir rigueur. Si, justement, ce sont des défaillances de la part de l'État, mais n'empêche qu'on ne peut pas sombrer dans un laisser-aller. En fait, ce qu'il faudrait, ce n'est même pas une question de révisiter le système, mais de devenir plus rigoureux du début à la fin de tout le système d'encadrement de l'activité économique dans un pays. Nous vivons dans un pays où toutes les banques sont tenues par des capitaux étrangers. Il n'y a pas une seule banque dont les capitaux sont congolais. Pas une seule. Il y en a 18, si ma mémoire est bonne, ici chez nous. Et toutes ces 18 banques sont tenues par des étrangers. Si les Congolais ont des participations dans certaines banques, ils sont actionnaires minoritaires. Ce qui fait qu'il n'y a que l'aspect économique qui joue. Le volet patriotisme n'a pas sa place. Rappelez-vous, en 2008, les États-Unis ont connu la plus grande crise financière après celle de 1929, que Obama a aidé à résorber. Les banques ont fait faillite, ce qu'on appelait la crise des subprimes. C'est-à-dire, les gens avaient reçu des prêts des banques pour acheter dans l'immobilier. Et ces personnes qui avaient reçu des prêts, pour la plupart, n'ont pas été capables de revendre, de payer ou de rembourser les prêts qu'ils avaient perçus. Ce qui fait que les banques ont été obligées de ravir ou d'arracher, de saisir des biens immobiliers de maisons, mais en ont saisi tellement qu'ils ne savaient plus quoi en faire. Mais comme et les banques et les sociétés impliquées étaient essentiellement des sociétés américaines, le gouvernement américain a pris de l'argent dans la caisse de l'État pour financer afin de rebooster ces sociétés. Malheureusement, ici chez nous, il y a des cas flagrants. Un Libanais qui prend $1 million au FPI, mais entre-temps, avant de prendre, il a dû débourser 30 ou 20% de commissions à gauche et à droite. Il prend l'argent et il s'en va. Parce que ce n'est pas son pays. Il n'y a pas l'aspect émotif, l'aspect patriotisme. Il n'y a que l'aspect business. La première chose que devait faire l'État congolais, c'était de mettre sur pied des mesures qui favorisent l'éclosion d'une classe de commerçants congolais. Rappelez-vous, quand nous étions jeunes, on n'était peut-être pas jeunes à la même époque, mais nous étions tous jeunes sur l'époque Mobutu, je pense. On entendait parler de certains grands commerçants congolais. Les Lusakivana, les MB, aujourd'hui il n'y en a plus. Les Kansebu. Aujourd'hui, si vous demandez aux jeunes de citer 5 grands commerçants congolais, ils ne pourront pas vous en citer 5. Parce que le système n'a pas permis à ce que les commerçants congolais puissent avoir leur place. La loi congolaise, ici chez nous, depuis le début des années 60, avait réservé un pan de l'économie aux nationaux. Non pas parce que les Congolais, les nationaux étaient condamnés à exercer les petits commerces, mais parce qu'on estimait que si on commençait par leur réserver les petits commerces, au bout de quelques années, ils seront suffisamment compétitifs pour aller compétir d'égal à égal avec
les étrangers. Mais malheureusement aujourd'hui, il y a les Chinois qui vendent des cuillères, qui vendent des boutons à Songololo, à Kimpese, à Ngandajika, à Mweneditu. Ce qui est contre la game, qui est contraire à la lettre et à l'esprit de notre loi. C'est-à-dire qu'il y a des manquements graves de la part de l'État qui ne protègent pas les opérateurs économiques congolais. Aujourd'hui, les boulangeries congolaises, qui pour la plupart sont artisanales ou semi-industrielles, ne peuvent pas rivaliser avec les grandes boulangeries industrielles qui sont tenues par nos frères libanais et indo-pakistanais. Ce qui fait que quand eux ne sont pas disposés à se conformer à la législation congolaise, on ne sait même pas dire, ok, si je ne mange pas le pain de la boulangerie Pain Victoire, je peux me rabattre sur une boulangerie congolaise qui est à côté. Ça, ce sont des défaillances de la part de l'État. Donc l'État devrait être à même de mettre sur pied suffisamment d'encadrement. C'est-à-dire un climat. Chez nous, quand on dit investisseur, on voit un blanc avec une mallette d'argent. L'investisseur, ce n'est pas un blanc, ce n'est pas un expatrié. L'investisseur, c'est toute personne qui est capable d'apporter des capitaux. Et quand on dit capitaux, ce n'est pas des millions de dollars. Je peux être un investisseur avec 1000 dollars, avec 500 dollars, avec 100 dollars. 1000 personnes qui peuvent mettre 10 dollars, ça vous fait 10 000 dollars de capitaux. Malheureusement, chez nous, l'on conçoit toutes les mesures favorables aux investisseurs par rapport aux blancs, par rapport à l'étranger, qui vient de l'extérieur et qui apporte les capitaux au système national. Pourtant, on devrait ici être à même. Je vais prendre un exemple simple. Lorsque Mark Zuckerberg a créé Facebook, il a apporté l'intelligence, il a apporté l'innovation, mais il n'a pas apporté les capitaux. Lorsque Steve Jobs a créé Apple, qui nous a pondu les iPhones, les iPads, les iPods, il a apporté l'intelligence, la technologie, il n'a pas apporté les capitaux. Ce sont des citoyens lambda comme toi et moi qui, ayant entendu parler d'un projet, sont allés à la bourse. Ils ont investi de leur argent et c'est cet argent qui a permis à l'économie d'être boostée. Mais pour qu'un citoyen lambda comme toi, comme moi, puisse prendre ses économies, j'ai peut-être mes 200 dollars en banque, que je vienne investir dans le projet, prenons un exemple, un produit fabriqué au Congo, le robot roulage. Cette équipe d'ingénieurs congolais qui font le robot roulage, ils ont besoin des capitaux. Toi et moi, nous disons c'est un bon projet, je prends mes 200 dollars, toi tu prends tes 500 dollars, on vient investir, on devient actionnaire. Mais pour le faire, on doit être suffisamment protégé sur le plan légal. Ça veut dire si les inventeurs du robot roulage demain bouffent mon argent sans me payer mes dividendes, je sais m'adresser à la justice et cette justice me rétablira dans mes droits. Mais lorsque le système dans son ensemble ne fonctionne pas, il y a cette crise de confiance de ceux qui peuvent, des détenteurs de capitaux vis-à-vis des opérateurs. Donc je ne sais plus prendre mes faibles capitaux, les investir vis-à-vis des... Comment dire? Les investir dans les projets conçus et portés par des Congolais innovants. Il y a des jeunes gens ici qui ont fabriqué des antennes avec une boîte à margarine et une antenne qui monte, qui donne des images meilleures que celles des antennes importées. Ce sont des projets qui auraient d'être financés par des capitaux congolais. Mais on ne sait pas le faire. Donc il y a des grandes défaillances de la part de nos amis indo-pakistanais et libanais qui sont maîtres dans l'art de profiter des failles du système. Mais il y a aussi une responsabilité de la part de notre gouvernement qui n'encadre pas suffisamment. Voilà, merci beaucoup. Donc la responsabilité partagée par rapport à la fixation des prix. Merci beaucoup, Maître Yves Mwekassa, avocat au barreau de Kinshasa Matete, chercheur en intelligence économique, fidèle téléspectateur. Restez branchés sur Télé 50 et à bientôt.